Bon après-midi et bienvenue à toutes. Sarah, je t'invite à dire quelques mots. Hi, everyone. Welcome. I just wanted to pipe in here in English to let our Anglophone audience know. Unfortunately, because of technical difficulties, we aren't able to offer this in both French and English. It will be in English only. Again, I apologize for the technical difficulties that aren't allowing us to hear this in English today. Over to you, Isabelle. Merci. Donc, je tiens à souligner que nous nous réunissons aujourd'hui sur le territoire non cédé de la nation Mi'kmaq. Les terres du peuple Abénaki sont reconnues dans une série de traités de paix et d'amitié visant à établir une relation durable de paix, d'amitié et de respect mutuel entre nations égales. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour la 8e édition de notre série de webinaires d'affaires pour femmes du Canada Atlantique. Les femmes bilingues ouvrent la voie pour l'entrepreneuriat, occasions et avantages. Je suis Isabelle Arsenault, coordonnatrice de projet pour le partenariat pour la croissance des femmes du Canada Atlantique avec Femmes en affaires Nouveau-Brunswick et je serai l'hôte de cette séance. La série de webinaires d'affaires pour femmes du Canada Atlantique n'est que l'une des nombreuses initiatives dans le cadre de ce partenariat, qui constitue un projet de 3 ans financé par le gouvernement fédéral du Canada par l'entremise de la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Nous mettons l'accent sur les femmes et les groupes sous-représentés de l'écosystème d'entrepreneuriat à l'échelle du Canada Atlantique, comme les femmes offrant des services en français et en anglais dans les provinces atlantiques. Notre partenariat nous permet de mettre en commun des réseaux, des ressources et une expertise entre les organisations d'affaires féminines de notre région et d'augmenter notre capacité à aider les femmes aux étapes de démarrage et de croissance de leur entreprise. Avant d'accueillir notre groupe d'experts, je souhaiterais prendre quelques minutes pour présenter mes collègues du Partenariat pour la croissance des femmes du Canada Atlantique. Sarah Thompson, notre gestionnaire de projet de la Newfoundland and Labrador Organization of Women Entrepreneurs. Denise Williams, coordonnatrice de projet du Center for Women in Business en Nouvelle-Écosse. Rose Fitzpatrick, coordonnatrice de projet de la Prince Edward Island Business Women Association. J'aimerais également souligner la présence de ma collègue de Femmes en affaires Nouveau-Brunswick, Audrey Poitras, agent de développement pour croissance et expansion, qui va s'occuper de surveiller la foire aux questions et le salon de clavardage tout au long de notre séance. Nous vous encourageons à communiquer vos coordonnées à d'autres participants dans le salon de clavardage, que vous trouverez au bas de votre écran. Et pour les dernières 20 minutes, nous ouvrirons la discussion afin que vous puissiez poser vos questions à nos experts. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser le bouton foire aux questions que vous trouverez également au bas de votre écran. Au cours des dernières années, nous avons observé davantage de signes indiquant que le soutien aux femmes entrepreneurs est une priorité par les gouvernements et le pays à l'échelle mondiale. Bon nombre d'entre eux mettent sur pied des politiques et des programmes pour les femmes, y compris le Canada, qui a mis sur pied la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat qui vise à doubler d'ici 2025 le nombre d'entreprises appartenant à des femmes. Afin de lancer la séance d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques faits intéressants sur la population francophone dans le monde et aussi dans les provinces atlantiques. Les francophones sont largement répandus et en plus, ils sont nombreux. Ils sont 276 millions pour être précis. On estime que 212 millions d'entre eux emploient la langue française au quotidien. Ils se trouvent dans 102 territoires à l'échelle de la planète. Les francophones sont branchés et prêts à dépenser. Les gens veulent lire et consommer du contenu dans leur propre langue, ce n'est que normal, pas vrai? Dans l'ensemble, les consommateurs francophones, soit 10 de la population en Atlantique, sont à portée de main selon les données 2021 reçues du service d'information aux entreprises. Si votre entreprise est prête à cibler les clients francophones, il existe des éléments de preuve qu'ils viennent étayer votre obtention d'un rendement du capital investi si vous décidez de faire des affaires en français. Voici des statistiques intéressantes tirées du sondage Can't Read, Won't Buy, grâce auquel le portrait des clients francophones ou bilingues se précise encore plus. 30 des répondants n'achètent jamais sur des sites en anglais. 30 achètent rarement sur des sites en anglais. 75 des répondants souhaitent obtenir de l'information sur les produits dans leur langue maternelle. Pour notre séance d'aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'accueillir un groupe d'experts extraordinaires composé de femmes entrepreneurs du Canada Atlantique qui sont des chefs, des innovatrices et des mentors qui se joignent à nous aujourd'hui pour discuter du travail passionnant qu'elles accomplissent et de la façon dont elles l'exécutent pour servir leur clientèle francophone et anglophone d'ici et d'ailleurs. Sam Boudreau est une entraîneur de danse de niveau élite reconnue à l'échelle nationale. Elle a commencé sa formation à l'âge de 5 ans à Danse Acadie à Beresford, au Nouveau-Brunswick. Après avoir déménagé en Nouvelle-Écosse au début des années 2000,
Sam a commencé à s'entraîner avec la première équipe de danse compétitive francophone de la région, la troupe Explozone. À l'âge de 15 ans, Sam a été sélectionné comme instructeur de danse récréative et compétitive et a commencé sa carrière d'enseignant. Une fois à l'université, Sam a continué à s'entraîner dans divers styles avec l'équipe de danse virtuose de l'Université de Moncton, tout en poursuivant ses études en se rendant à plusieurs reprises à Dartmouth pour former ses danseurs. En 2015, Sam ouvre Downbeat Dance Company avec sa copropriétaire Danielle Como. Issus d'un milieu francophone, Sam et Danielle comprennent l'importance de fournir un environnement bilingue pour les danseurs dans leur communauté. Ensemble, elles créent le premier studio de danse bilingue dans la communauté régionale d'Halifax. Depuis ses débuts de sa carrière d'enseignante, elle est reconnue pour ses chorégraphies précises et innovatrices. Les routines de Sam ont été sélectionnées pour les finales 151 fois, ont reçu 10 titres nationaux et ont obtenu un pointage presque parfait de 95 ou plus à 22 occasions différentes. Bienvenue, Sam. Rachel Arsenault-Ferguson est présidente fondatrice et copropriétaire de Transmed, une entreprise fondée en 1996 qui offre des services de transcription médicale et de traduction, principalement au Québec et au Nouveau-Brunswick. Elle détient un baccalauréat en éducation et un baccalauréat aux études de l'Université de Moncton. Elle a joué d'une longue carrière, 32 ans dans le domaine de l'éducation postsecondaire, notamment à titre de directrice du campus de Campbellton du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick de 2004 à 2012. Elle siège également à plusieurs conseils d'administration à l'échelle tant régionale que provinciale. En 1997, elle est nommée femme entrepreneur du Restigouche par le Réseau des femmes d'affaires du Restigouche. En 2014, elle compte parmi les finalistes du prestigieux prix Entrepreneur de l'année de Ernst & Young pour la région Atlantique. Bienvenue, Rachel. Michelle Marsh est propriétaire de French for Life, une entreprise qui offre des services éducatifs aux élèves en immersion française. Elle est aussi enseignante ressources pédagogiques à l'École des Grands Vents, une école francophone à Terre-Neuve-et-Labrador. Michelle a lancé son entreprise en 2012 à Paradise Terre-Neuve-et-Labrador. L'entreprise travaille avec de 25 à 40 élèves chaque semaine pendant l'année scolaire afin de les aider à développer une plus grande confiance en français. En général, les cours sont donnés en tête-à-tête, mais on offre aussi des séances en petits groupes. Une des plus grandes difficultés pour nous en tant qu'entreprise bilingue, c'est de trouver assez de tuteurs ou tutrices qui parlent français. Terre-Neuve-et-Labrador est une province principalement anglophone. Ainsi, trouver des personnes qui parlent français, qui aiment travailler avec les enfants et qui sont libres les soirs et fins de semaine, c'est toujours un défi. Par contre, la pandémie nous a poussé à offrir des cours en ligne, ce qui nous a ouvert à de nombreuses portes pour les employés. Michel est vraiment passionné par son entreprise parce que cela permet à son équipe d'aider des élèves en difficulté en leur donnant le soutien dont ils ont besoin pour réussir. Bienvenue, Michel. Robin Galland compte plus de 10 ans d'expérience en événements et a grandi à l'île du Prince-Édouard. Parce qu'elle parle le français et l'anglais depuis sa naissance, elle aime blaguer que sa langue maternelle est réelle et le sarcasme enjoué. En assistant à des cours à l'Université Acadia, elle a acquis des compétences en son et lumière, en design et en gestion de projet. Son parcours ayant passé par des emplois au gouvernement, dans l'industrie du vin, en l'immigration francophone et bien plus, plusieurs domaines variés ont pu bénéficier de son expertise. Elle croit fermement que les projets de ses clients ne devraient pas leur causer de stress. Le client prendra la décision et elle s'assurera de l'exécuter. Aussi formée en facilitation Heart of Hosting, une méthode non traditionnelle de perfectionner la collaboration sociale, Robin compte à son bagage une multitude d'outils pour améliorer l'efficacité de vos réunions et protéger l'importance de vos conversations. Bienvenue, Robin. Merci à toutes de vous être joints à nous. Et je vais commencer avec notre première question. Quels sont les 3 grands facteurs de motivation ou mesures prioritaires qui vous ont permis de passer d'une idée d'affaires à votre situation actuelle de propriétaire d'entreprise? Et je commencerai par toi, Sam. Donc, dans notre situation ici pour Downbeat Dance Company, moi et ma copropriétaire Danielle Como, on travaillait déjà à un autre studio de danse et on a été rencontrés avec une situation où il fallait soit décider d'arrêter d'enseigner ou d'ouvrir notre propre entreprise. On était très jeunes, j'avais 21 ans et elle 23. Mais finalement, avec beaucoup de recherche et de préparation, on a ouvert notre propre entreprise. Donc, ça a vraiment été une situation qui a déclenché le fait qu'on a ouvert une entreprise. Merci, Sam. Rachel? Oh, tu es sur mute. Pour moi, finalement, ça a toujours été un rêve de partir une entreprise et de voir à développer quelque chose de différent qui n'existait pas.
Donc, c'était de faire de la différence, de contribuer à la diversification. Étant originaire d'une petite région rurale, le nord du Nouveau-Brunswick, d'Alousie, puis ensuite, je me suis établie à Campbellton. J'ai décidé de partir une entreprise en transcription médicale. Donc, pour moi, ce qui est important aussi, en plus de la diversification, c'était la création d'emplois, de créer des emplois dans notre région. Puis finalement, on a créé un peu partout dans plusieurs provinces. Donc, vraiment, ma motivation, c'était la différence et de créer des emplois. Merci, Rachel. Michel? Donc, pour moi, étant enseignant, j'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait vraiment un manquement de support pour les élèves en admission française. Puis, il y avait beaucoup d'élèves qui avaient besoin de quitter le programme à cause du fait qu'il n'y avait pas assez de tuteurs, tutrices qui pouvaient les aider hors d'école. Et souvent, il y avait un manquement aussi de support à l'école pour continuer en français. Donc, c'était vraiment mon intention de créer un programme, soit après école, soit un programme de tutorat, qui offrait des services pour que les parents pouvaient se sentir plus à l'aise de garder leurs enfants en français parce qu'ils savaient que nous, à French for Life, on pouvait les aider. Merci, Michel. Robin? Moi, personnellement, parce que mon entreprise a le focus sur l'événementiel, je suis gérante d'événements, parce que j'ai travaillé pour 10 ans en carrière de théâtre live. J'ai travaillé avec the Canadian Actors Equity Association, un peu partout au Canada. Je me suis mis à penser que les choses que je fais en théâtre, c'est juste du project management, c'est juste la gestion d'événements. Puis, c'était, les contrats payaient peu. C'était pas nécessairement assez pour vivre. Je faisais d'autres jobs sur le côté. Puis j'étais tout en train de voyager. Je vivais comme, dans un sac, vraiment, dans des chambres d'hôtel. Puis je me disais que, le gouvernement, les corporaux, les associations non-for-profit avaient vraiment aussi besoin des gestions d'événements parce qu'à la fin de la journée, tout le monde et son chien fait des événements, alors, de me lancer en gestion d'événementiel, sur un niveau où moi, je pouvais contrôler le prix que je me faisais payer et aussi contrôler mon horaire, contrôler où je voulais vivre et à quoi ressemble ma semaine. C'est ça vraiment, moi, je voulais être ma propre boss. Puis j'avais les compétences que le monde a besoin sans nécessairement savoir qu'ils ont besoin encore. Alors, ça a été tout un processus sur les 10 ans que j'ai travaillé dans d'autres industries à faire leurs événements, de réaliser qu'ils peuvent embaucher un contractuel aussi bien qu'ils peuvent embaucher quelqu'un à temps plein. Alors, pour moi, c'était de devenir le contractuel de choix, le contractuel ACE pour les événements dans mon domaine. Merci, Robin. Félicitations pour avoir tout osé lancer votre idée d'affaires pour un rêve devenu réalité. Puis maintenant, avez-vous l'impression que les défis auxquels vous avez dû relever ont été plus grands parce que vous êtes femme entrepreneur ou plutôt trouvez-vous que ça a été un atout pour vous? Est-ce qu'il y a une volontaire qui veut se lancer? Oui, je peux commencer. Pour nous, on avait 2 facteurs principaux. Donc, on était femmes, mais aussi très jeunes. Donc, au début, ça a été très difficile d'être pris au sérieux parce qu'on sortait de l'université. On avait un plan d'affaires complet. On avait un avocat, on avait toutes les étapes. Mais même quand on rencontrait des gens, ils se disaient, ben, ils sont jeunes, c'est des femmes, c'est dans le domaine des arts. Donc, il y avait beaucoup de questionnements au début, mais ça nous a juste permis de se forcer, de se prouver et d'être très professionnels et de toujours avoir un plan, toujours avoir la réponse. Donc, ça nous a aidés à long terme, mais au tout début, ça a été très difficile. Merci. Moi, si je peux continuer, sur le plan professionnel, honnêtement, moi, j'ai toujours trouvé qu'on soit un homme ou une femme, on a toujours des défis en affaires. Ça ne fait pas de différence, mais dans notre domaine particulier, nous, c'est un domaine où ce sont principalement des femmes qui travaillent. C'est un domaine qui est peu connu. Faire de la transcription de rapports médicaux à distance, donc on écoute les voix des médecins et on transcrit pour que les hôpitaux aient les fichiers dans les dossiers des patients. Donc, c'est un domaine qui était peu connu. On a dû expliquer énormément ce qu'on faisait. Ensuite, c'était le recrutement de femmes. Il n'y a pas d'hommes qui font ça. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, on a vu quelques-uns, mais il n'y en a pas. Donc, un domaine, on a 99,5% de nos employés qui sont des femmes. Fait que ça veut dire. Mais sur le plan personnel, moi, contrairement à Sam, j'étais beaucoup plus vieille quand j'ai parti en entreprise, j'avais 40 ans.
Mais là, j'avais 2 jeunes enfants. Donc, sur le plan personnel, c'est certain que ça prenait beaucoup d'organisation. Fallait savoir déléguer, il fallait prendre du temps pour soi, il fallait prendre du temps pour la famille. Donc, ça a été un défi. Puis en plus, moi, j'avais décidé de continuer mon poste avec les collèges communautaires où je travaillais. Donc, pour moi, c'était un passe-temps ou un travail à temps partiel de partir une entreprise. Donc, ça a pris plus de temps. Et finalement, ben, ça prenait toute une équipe avec moi pour que je sois capable de déléguer et de travailler avec l'équipe, puis avec la famille aussi. Merci, Rachel. Maintenant, oh, oui, Michel. Oh, non, j'allais juste continuer à propos de ce que Sam a mentionné, parce que moi aussi, j'avais 22 quand j'ai commencé mon entreprise. Puis je trouve que c'est sûr qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient vraiment fantastiques en tant que. Elles étaient prêtes à me supporter comme femme, comme entrepreneur. Mais c'est sûr qu'il y avait d'autres personnes qui étaient juste surprenées. Et je ne sais pas si c'était à cause du fait que je suis femme ou à cause du fait que je suis enseignante. Puis souvent, on donne l'impression que si on aime les enfants, on devrait pas avoir une entreprise autour de ça. Donc, pour moi, c'était un des défis, c'est le fait que il fallait que je me rende compte, le travail que je fais, c'est important, puis c'est correct d'avoir des prix attachés à ça. Donc, pour moi, c'était un de mes défis. Merci, Michel. Pour continuer là-dessus, moi, je trouve que qu'est-ce que je vois le plus à cause de mon genre en affaires, c'est le type de contrat que les gens pensent que je veux prendre. Alors, je me fais dire, tu sais, tu fais des événements, alors tu dois faire beaucoup, beaucoup de mariages. Non, comme c'est pas la plus grosse partie de ma business. Je veux pas me certifier comme, tu sais, la fille qui fait tous les mariages, là. C'est pas ça qui m'inspire autant. Bien sûr, j'en fais, parce que c'est un événement et je peux le faire et c'est de la fun. Mais tu sais, je fais primairement d'autres choses. Alors souvent, quand je vais dire aux gens qu'est-ce que je fais, ils vont sauter sur le fait que je suis femme. Alors, je fais des événements de type qui vont plus, plus complémenter qu'est-ce qu'ils pensent qui est le rôle traditionnel des femmes. Wedding planner, etc. Mais pour moi, quand je fais des choses comme j'ai fait un festival de hip-hop, cet été, puis tout le monde disait, oh, genre, comme tu fais cet événement-là, c'est pas ton style. C'est comme, qu'est-ce qui est mon style? T'es qui à me dire qu'est-ce qui est mon style? Je vais prendre des contrats qui payent. Qui payent, c'est mon style. Merci, Robin. Puis diriez-vous que vous avez utilisé une certaine mesure pour vous aider à composer avec vos défis, que ce soit pour offrir vos services dans les 2 langues durant votre parcours? C'est une première volontaire? Moi, je peux dire que j'ai plein d'amis qui travaillent en traduction. Alors, tout au début de ma carrière, c'était vraiment utile pour moi de faire traduire mes services, de faire traduire des termes, parce que souvent, même quand je vais parler tout de suite, comme j'ai des termes que je vais dire en anglais, parce que c'est ça, event planner, je fais ça en anglais pour la plupart, mais quand je travaille en français, c'est d'habitude à l'île, c'est encore des gens qui vont comprendre un peu l'anglais, alors on fait ça à l'acadien, en chiac, on le fait en 2, tu sais. Mais vraiment, le soutien que j'ai eu, j'ai beaucoup de support du REDE, de l'éducation Édouard, que je travaille souvent avec. Il y a beaucoup d'organisations en français ici à Lille qui vont m'embaucher à faire des choses. J'ai des contacts en français. Puis en même temps, moi, je trouve que plus le soutien que j'ai eu, c'est que le monde anglophone à l'éducation Édouard comprend que c'est pas tout le monde qui fait ce que je fais qui peut le faire en 2 langues. Alors, quand ça vient à des jobs de gouvernement fédéral, que toutes les choses ont besoin d'être traduites, tout le monde a besoin que je parle à 2 fois, les introductions en anglais, en français, des meetings en français, des meetings en anglais dans la même journée. Alors, c'est comme un atout pour moi que, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, le monde anglophone sait qui appeler quand ils ont besoin de quelqu'un en français. Et nous autres ici, on est en contexte minoritaire en Nouvelle-Écosse. Donc, pour la majorité, le monde parle en anglais, mais on a un bon comme 40 000 personnes qui parlent en français. Et surtout ici à Halifax, on a tellement d'écoles francophones, donc on a vraiment la population d'enfants qui cherchent à faire des activités en français. Mais il n'y a pas de support spécifique pour le bilinguisme dans notre province parce qu'on est une province anglophone. Par contre, on est
tellement d'appui des parents, des membres de la communauté bilingue. C'était incroyable comment vite que le mot s'est passé entre personnes et on a eu tellement d'élèves dans très peu de temps parce qu'il y a vraiment un besoin. Donc, on a comblé le besoin, mais sans peut-être comme vraiment des programmes qui ont pu nous aider, mais c'est vraiment à nous autres de faire le travail et d'avoir un réseautage qui était vraiment impeccable. Oui, merci Sam. Michel, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou? Pour moi, par exemple, j'ai trouvé que la collaboration avec les groupes communautaires, comme Sam et Robin ont mentionné, par exemple, Canadian Parents for French, ça c'est un organisme avec qui on travaille souvent. Donc, des fois, on fait des événements ensemble pour promouvoir nos deux programmes, des choses comme ça. Mais même chose à Terre-Neuve, il n'y a pas vraiment des programmes spécifiques pour soutenir des entreprises qui sont bilingues, mais j'ai trouvé que la collaboration avec les organismes communautaires, ça m'a vraiment aidé. Merci. Où est-ce que vous diriez que la plupart de vos activités, est-ce que c'est à l'échelle locale, un peu partout au Canada? Où est-ce que vous faites la majorité de vos activités pour votre entreprise? Pour transmettre, puis je vais juste enchérir sur la partie de traduction. Là. Nous, Transmettre à la base, on est une entreprise qui offre des services en français et en anglais. On traite la langue, que ce soit la transcription médicale ou la traduction. Et la traduction, ce n'est pas seulement dans le domaine médical, mais dans tous les domaines. Donc, j'aime bien entendre les commentaires des panélistes des différentes provinces. Puis dans notre travail, c'est souvent de convaincre les gens ou de faire parler aux gens de voir comment, c'est pas nécessairement parce qu'on est bilingue qu'on est traducteur non plus. Tu sais, c'est certain qu'on peut envoyer un courriel, on peut faire des choses à l'interne, mais quand on veut bâtir notre site web, quand on veut servir la clientèle correctement dans deux langues, mais ça prend des traducteurs spécialisés. Donc, nous, on offre ce service-là à distance aussi. Et notre défi dans le domaine où on travaille, en raison des langues, c'est toutes les technologies. OK, maintenant, il y a de la reconnaissance vocale, il y a de la traduction assistée par ordinateur, tout ça. Donc, nous, il faut suivre le courant, puis il faut travailler avec ces outils-là, puis aller chercher aussi le soutien nécessaire pour ça. Nos services, c'est deux services différents. Au niveau de la transcription médicale, je dirais que 99% de notre volume provient du Québec. On travaille pour les grands centres hospitaliers du Québec, le McGill, la Cité de la Santé de Laval, le CHU de Québec, etc. Et au niveau de la traduction, notre travail, ça fait plutôt au Nouveau-Brunswick. On travaille pour le bureau de traduction du Nouveau-Brunswick, par exemple. La plupart de nos clients sont au Nouveau-Brunswick et la plupart de nos demandes sont des traductions de l'anglais vers le français. Donc, pour soutenir le public français. On a aussi des demandes du français vers l'anglais, mais c'est beaucoup moins. Mais c'est surtout au Nouveau-Brunswick que ça se passe. Puis ensuite, dans d'autres provinces canadiennes aussi, Terre-Neuve, Saskatchewan et le Québec aussi un peu, mais 90% au Nouveau-Brunswick. Merci, Rachel. Moi, je peux parler sur ce niveau-là aussi de mes services. Je dirais parce que moi aussi, j'ai genre comme deux côtés à ma business. Il y a bien sûr le côté événementiel. Il y a aussi le côté facilitation parce que je travaille comme facilitatrice experte. Tous les événements, bien sûr, les événements en personne, je fais pas mal ça à l'Île-du-Prince-Édouard. J'ai voyagé un peu au Nouveau-Brunswick, peu en Nouvelle-Écosse, c'était là. Mais vraiment, mes services de facilitation, j'ai trouvé que c'est plus à un niveau presque national, même international. Alors, j'ai pris des contrats, je disais à Isabelle, tu sais, j'ai un contrat dans 30 minutes que je vais faire de la facilitation en ligne pour un groupe qui est basé à Ottawa, mais qui a des intervenants à BC, au Québec, je pense au Maine, comme on est un peu partout. Alors, ça va être super le fun. Et aussi, j'ai eu la chance, à cause de la pandémie, vraiment, c'est notre petit silver lining de la pandémie. J'ai pu travailler avec une compagnie à Miami pour un mois de temps sur une facilitation pour des organismes gouvernementaux aux États. Alors, je dirais, c'est vraiment divisé, bien sûr, parce que les événements, tu es plus en personne. Alors ça, je fais beaucoup ça à l'Île-du-Prince-Édouard, puis c'est pour ça que je suis connue. Mais vraiment, sur le niveau de facilitation, je suis plus connue sur le niveau national ou international. Pour nous autres, c'est un petit peu différent parce qu'on est une école de danse, on enseigne en personne. Donc, on a vraiment un studio
On a notre bâtisse à nous ici, de façon locale. C'est sûr qu'avant la pandémie, on faisait des compétitions partout avec nos équipes élites. On s'est rendu à Los Angeles, Arizona, en Floride, partout. Mais maintenant, comme principalement, nos services sont offerts à notre studio dans une bâtisse qui est vraiment là, dans notre ville. Donc, c'est un petit peu différent de Rachel et Robin, vu qu'on est vraiment sur le terrain local. Oui, merci, Sam. Oui, c'est pareil pour nous autres, par exemple, parce que la moitié de nos élèves sont ici à St. John's, mais on en a quelques-uns à Manitoba, par exemple, et aussi Nouvelle-Écosse. Donc, on a quelques élèves qui viennent d'ailleurs, mais la moitié sont ici à Terre-Neuve. C'est sûr que COVID, ça nous a poussé d'aller en ligne et c'est sûr qu'il y avait des défis avec ça, mais je sais que ça nous a poussé de faire ça plus rapidement, juste à force de besoin, tu sais. Donc, au moins maintenant, on est capable de travailler avec les élèves aux autres provinces aussi. Oui, merci, Michel. C'est sûr que la pandémie a obligé plusieurs entreprises à faire un certain virement parfois virtuel pour avoir une plus grande portée pour leurs services et atteindre une plus grande clientèle. Maintenant, où pensez-vous qu'il y a des occasions dont pourraient profiter des femmes qui veulent ouvrir une entreprise bilingue au Canada atlantique? Est-ce que vous pensez que la demande est là pour ce genre de service? Moi, personnellement, je trouve que le bilinguisme est un atout économique extraordinaire. Puis il y a des occasions d'affaires partout, en Atlantique et ailleurs au pays, dans tous les domaines, que ce soit le domaine du marketing, du tourisme, de la culture, des affaires. Finalement, je pense que c'est vraiment une occasion à prendre, le fait que justement, dans toutes nos provinces, on a une bonne population bilingue, donc d'en profiter, puis d'explorer différentes sources. Je suis certaine qu'il y a plein de domaines. Oui, je peux enchaîner avec ça. Je crois que c'est vraiment excellent d'avoir des services bilingues. Et ce qu'on a réalisé dès le début avec notre école de danse bilingue, c'est que tout le monde voulait des services en français. C'était pas par hasard comme 2 ou 3 personnes qui demandaient « Ah, est-ce qu'on pourrait avoir un service en français? » C'était vraiment comme des grosses populations de gens qui disent « Bon, parfait, finalement, j'ai quelque part pour mon enfant ou moi-même, on enseigne les adultes aussi, où je peux aller et on communique en français, on socialise en français, puis on fait des choses hors de l'école. Parce qu'ici, les enfants peuvent aller à une école francophone, mais après ça, il n'y a rien. Donc, le bilinguisme, c'est un atout, puis ça peut seulement porter fruit. Donc, je pense que c'est vraiment comme, je l'encourage. Oui, pour nous aussi, il y a vraiment très peu de tuteurs, tutrices qui offrent des services en français. Mais des fois, quand je parle avec les parents, ils sont justement excités de voir qu'on offre ce service et qu'on peut soutenir leur enfant en français. Donc, c'est sûr, c'est un atout. Moi, je vais prendre ça plus sur le niveau tu sais, en vente pour ta business, là, comme ça va te faire beaucoup de business. Si tu te lances en affaires comme une femme bilingue ou un homme bilingue, n'importe, mais le bilinguisme en affaires, comme je dis, si moi, je fais une proposition pour une job et on est 2 consultants en événementiel ou en facilitation qui ont les mêmes compétences, le même nombre de contrats qu'on a déjà fait, etc. On est exactement pareil sur papier, mais moi, je peux parler en français, puis elle ne peut pas, ou il ne peut pas, comme c'est moi qui vais avoir le contrat, 9 fois sur 10. Alors vraiment, c'est devenu comme un atout de dire comme c'est mon edge. C'est vraiment mon edge que je parle en français très confortablement. Tu sais, c'est ma langue première, mais en même temps, je peux switcher en anglais, puis pas nécessairement que les accents sont mauvais, mais les personnes en anglais savent que je peux faire un anglais parfait. Les personnes en français savent que je fais un français atlantique parfait aussi. Alors vraiment, c'est devenu mon atout, mon edge. Je l'appelle en anglais mon secret weapon. Comme tu sais pas que je suis française, puis là, ça sort. Là. Alors pour moi, ça a été comme si je pouvais compter le nombre de ventes que j'ai faites spécifiquement juste parce que vous avez besoin de desservir un public en français pour comme un 10 minutes de votre événement d'1 heure. Là, comme ça compte vraiment sur le niveau de vente. C'est pour sûr un atout de pouvoir servir la population francophone et anglophone, que ce soit dans votre province, dans l'Atlantique ou au pays. Si vous pourriez donner 3 grands conseils que vous donneriez à une personne plus jeune, avec moins d'expérience, qui est sur le point de se lancer en affaires, aurez-vous des conseils à lui donner? Ben, moi qui est la plus vieille, là, je peux peut-être commencer.
Bien, définitivement, la confiance en soi. Confiance en son projet. Faut être convaincu. Faut être persévérante. Faut pas baisser les bras au premier non qu'on reçoit parce qu'on va en recevoir des noms en cours de route. Ça fait qu'il faut être fier de travailler dans les deux langues aussi. On parle de bilinguisme aujourd'hui, là, mais si on veut travailler dans les deux langues, faut être fier de ça et faut l'utiliser comme un atout, justement. Mais la confiance, la persévérance, puis la fierté de travailler en français et en anglais. Bien s'entourer aussi de gens de confiance. Exactement. Merci, Rachel. Je vais enchaîner là-dessus de bien s'entourer. Je suis actuellement dans le processus de commencer ma deuxième entreprise qui sera le coaching pour les petits entrepreneurs, spécifiquement ceux dans le secteur créatif, parce que je trouve qu'il y a un manque de mentorat pour les gens, tu sais, je vais dire quote-unquote normaux, les gens qui n'ont pas été à l'école d'affaires, les gens qui ne portent pas de sous, qui ne sont pas tous avocats, qui ne connaissent pas le lingo de business, tout ça. Les gens créatifs qui créent un produit, de la peinture, de la sculpture, de la musique, puis ils veulent commencer cette entreprise-là pour vivre sur leur all. Tout le monde à chaque niveau d'entreprise a besoin des mentors, a besoin des coachs. Tu deviens le plus comme les 5 personnes dont tu passes le plus de temps avec. Alors, tu sais, entoure-toi bien, demande des questions, n'aie pas peur de demander des questions et investir dans un coach, c'est investir dans ta business, vraiment. Oui, absolument. Merci, Robin. Je peux continuer un peu sur ça. Je vais aller un peu dans l'opposé, mais complémentaire. Je crois que c'est très important, n'importe qui est en affaires, qui ont leur propre entreprise, de prendre des pauses. Prendre des moments, trouve un moment de ta journée ou dans ta semaine où tu ne vas pas travailler. Parce que quand on est propriétaire d'une entreprise, on travaille tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe, le soir, le matin, l'après-midi, pendant la nuit, quand tu te réveilles, n'importe quand, il y a quelque chose qui est en train de se passer, tu reçois des courriels, des demandes. Il y a tellement de choses à faire qu'il faut apprendre de fermer l'ordinateur, fermer les courriels, prendre une pause parce que c'est important qu'on soit, on a un bon repos avant qu'on recommence notre travail pour qu'on puisse faire du mieux possible. L'autre chose qui nous a beaucoup aidé, c'est de recevoir le plus de feedback possible. Donc, de tes clients, des personnes avec qui tu es partenaire sur des projets, même dans n'importe quel contexte, on va à des compétitions dedans. S'il y a des personnes qui sont propriétaires des compétitions, de leur parler, de leur dire bon, comment ça va, qu'est-ce que vous pensez? C'est juste n'importe quand que tu peux recevoir, soit du positif, du négatif, ça ne te dérange pas, mais ça va t'aider à savoir si tu devrais changer un peu la façon de faire, garder un format. On doit toujours être là, prêt pour prendre du feedback puis se dire bon, c'est temps de faire un petit changement, c'est temps de voir comment on pourrait aider la communauté, comment on pourrait aider nos clients. Donc, je trouve que ça, c'est quand même très important aussi. Oui, absolument. On est en place à amélioration. Merci. Pour moi, je pense que je vais dire la chose qui est le plus importante pour moi, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. Parce que quand j'ai commencé, c'était moi la personne que Robin a mentionné il y a quelques minutes. Je suis enseignante, puis je savais rien au sujet de business. C'était tout nouveau pour moi. C'est sûr que j'ai fait plein d'erreurs, mais je me suis lancée dans mon business quand même. Et j'ai essayé, et j'ai échoué, puis j'ai essayé encore une fois. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Donc, j'aimerais juste, si j'avais à donner un conseil à quelqu'un qui voulait juste commencer, c'est le fait qu'il faut essayer, même quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire après que tu commences. Tu poses des questions, tu trouves des personnes qui sont prêtes à t'aider. Il y a toujours des personnes qui sont prêtes à t'aider. Puis tu fais ton mieux. Oui, absolument. Merci pour vos sages conseils. Fait que nous ne pourrions sans doute pas parler d'affaires et de vision entrepreneuriale aujourd'hui sans aborder les difficultés qu'a créées la COVID-19 partout dans le monde. Quelles difficultés éprouvez-vous dans votre travail et dans votre entreprise pendant la pandémie? Est-ce que vous avez des défis particuliers à surmonter au cours de la dernière année et demie? Bon, je vais dire le obvious, là, commencer une entreprise en événementiel, l'année que les événements se font complètement annulés, là, je vais dire que ça a été la semaine la plus dure de ma vie quand j'ai eu 13 clients de suite en 6 jours m'appeler pour annuler des contrats, annuler des contrats, annuler des contrats.
Tu sais, par l'appel 10, là, je répondais au téléphone, genre comme, yep, I know, comme, don't bother, je sais ça. Ça a certainement été, ouais, ça a été une semaine difficile. Ça a été une semaine en thérapie. Comme, il y a vraiment, tu peux pas le cacher. Ça a été pour les entrepreneurs, spécialement ceux qui ont été tellement touchés par l'annulation des choses, puis le lockdown, tout ça. Mais tu sais, c'est comme Michel a dit, il faut refaire et refaire et refaire et persévérer. Rachel l'a mentionné aussi et Sam aussi, c'est juste de persévérer et de continuer. Tu sais, j'ai pris mon mois à comme brailler. Puis là, c'était OK, comment je peux faire des choses en ligne? Comment je peux trouver plus de gigs en facilitation à me payer mon loyer, plus me lancer dans ça. Puis là, maintenant, parce que j'ai attendu, j'ai été patiente, j'ai continué à persévérer, j'ai pris des cours en ligne pour me perfectionner en événementiel. Maintenant que les événements commencent encore, tu sais, j'ai un événement cette semaine, j'en ai un autre la semaine prochaine, j'en ai fait 2 la semaine passée. Dès qu'on a commencé à réouvrir, j'ai pu être la première appel pour beaucoup de personnes. Alors, même si tu ne réalises pas que tu as des clients qui s'en viennent, ils te surveillent, puis ils savent que tu es là quand ils sont prêts. Alors, de ne pas perdre l'espoir, même quand tout semble vraiment désespéré. Mais je suis excitée et aussi un événement, la COVID a beaucoup changé comment on fait les choses. J'ai écrit plus de plans d'opération, prévention, COVID-19. Je suis toujours au téléphone avec le docteur Morrison de l'île du Prince-Édouard, pas elle-même, mais ses assistants, lui demander des questions, etc. Alors, c'est de se tenir informé et de persévérer. Et comme Sam a dit, prendre des pauses. Comme il y a des soirées que tu peux rien faire, juste t'asseoir là avec ton verre de vin et accepter c'est ça ton sort aujourd'hui, puis demain, ça va aller mieux. Absolument. Merci. Je peux enchaîner un petit peu. Nous autres, c'est un peu différent parce que c'est vraiment des cours qui se donnent en personne avec des élèves. Donc, premièrement, on a dû changer complètement virtuel, commencer à enseigner par ordinateur. Ça, c'est pas évident, surtout avec des enfants qui sont dans leur propre maison, qui ont leurs jouets juste à côté ou qui peuvent regarder la télévision. Donc, ça a été tout comme une grosse différence pour tout le monde, surtout côté technologie. Donc, l'ordinateur, mais pas juste l'ordinateur, le son. Donc, comment est-ce qu'on entend l'enseignante et la musique? Parce qu'on a 2 différents sons qui vont rentrer dans l'ordinateur. Et ensuite, pour comme, bien fonctionner, pour que ça soit quand même de la qualité, parce que tu ne veux pas changer la façon que tu fonctionnes et que ça ne soit plus de la qualité, tu vas perdre tes clients. Donc, ça été comme un gros défi. Et le deuxième défi, c'est les restrictions ici en Nouvelle-Écosse. On fait qu'on ne pouvait avoir que 9 élèves par classe dans l'espace qu'on avait auparavant, parce qu'il fallait garder un 2 mètres de distance entre les élèves lorsqu'on a pu retourner. Donc, en août 2020, on a déménagé, donc plein milieu de la pandémie, à un espace où on pouvait avoir une grosse salle pour danser et pouvoir accommoder plus comme 20-25 élèves à 2 mètres de distance pour qu'on pouvait encore remplir nos cours et pas perdre de l'argent dans nos cours, parce qu'avoir comme 5 à 9 élèves dans une classe, ça, c'est compliqué quand, avant la pandémie, on avait 30 par classe. Donc, ouais, on a déménagé, puis ça a été très difficile. Comme Robin l'a mentionné, ça n'a pas tout été du positif. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de défis, mais en même temps, ça nous a permis ça nous a donné un bon rappel qu'il faut être prêt à changer, toujours prêt à changer. Et maintenant, on a des avantages, on comprend bien la technologie, on a un nouvel espace qui fonctionne avec les restrictions. On s'est débrouillé en fin de compte, mais ça a été difficile. Merci, Sam. Donc, pour moi, j'avoue que j'avais des personnes qui me demandaient d'offrir des cours en ligne depuis des années. Donc, pour moi, c'était vraiment quand COVID est arrivé, puis je me suis dit, OK, j'ai comme 24 heures pour trouver une façon d'offrir le tutorat en ligne et il faut que ça fonctionne parce que si ça ne fonctionne pas, j'ai plus d'entreprise. Mais c'était quelque chose qui était en arrière de ma tête depuis longtemps. Mais lorsque COVID est arrivé, je me suis dit, OK, j'ai rien à perdre. Donc, il faut que j'essaye. Donc, pour moi, c'est sûr qu'il y avait des défis
technologique, c'est certain. Puis c'était tout nouveau. Trouver une façon d'enseigner. Pour moi, le rapport avec nos élèves, c'est vraiment important. Puis j'avais peur que d'enseigner en ligne, ça allait causer des problèmes. Puis on ne serait pas capable de vraiment bâtir de bons rapports avec nos élèves. Mais on a trouvé une façon de le faire. Puis je trouve que maintenant, les clients sont même plus contents parce que les parents peuvent rester à la maison avec leur enfant le soir. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'avantages. C'était juste que c'était vraiment moi qui avait le problème avec l'enseignement en ligne. Mais après l'avoir fait, j'ai trouvé que c'était même plus efficace que ce qu'on faisait avant. Donc, pour nous, c'était un apprentissage, mais ça nous a vraiment poussé d'essayer de nouvelles choses qui fonctionnent vraiment bien pour notre entreprise. Merci. Puis je tiens à vous féliciter pour votre courage durant les derniers mois parce que je suis certaine que ça n'a pas toujours été évident là, de savoir pivoter votre entreprise. C'est intéressant de voir que la COVID a causé des difficultés, mais aussi des opportunités, des occasions d'affaires aussi qu'on n'avait pas pensé, où ça nous a mis au pied du mur, de dire qu'il fallait prendre d'autres décisions pour des choses. Nous, dans notre secteur, on a été quand même épargnés beaucoup, étant donné notre siège social est à Camerton, on est seulement 4 personnes, chacun un bureau. On a juste dû acheter une bouteille de Purell. C'est à peu près le seul investissement qu'on a dû faire, la COVID, parce que tous nos employés étaient déjà en télétravail depuis près de 20 ans. Donc, ça, pour ce côté-là, ça a été plus facile pour nous. Par contre, étant donné qu'on travaille beaucoup avec les hôpitaux, les hôpitaux avaient tout annulé leur chirurgie qui n'était pas urgente. Donc, il y a eu vraiment une baisse de travail incroyable en mars 2020. On a dû mettre à pied 55 employés. On ne savait pas ce qui s'en venait. On ne savait pas tout ce qu'on se disait. Les hôpitaux, ils ne font pas faillite. Ils vont recommencer à un moment donné. Il faut tenir le coup. Finalement, graduellement, on a commencé à nous envoyer du travail de nouveau et on a pu réembaucher tous nos 55 employés qu'on avait mis à pied dans l'année 2020. Et depuis 2021, on ne sait pas ce qui se passe avec les hôpitaux. Ils nous envoient énormément de travail, la croissance de l'entreprise. On a doublé le nombre d'employés depuis janvier. On était une cinquantaine, puis on vient de frapper le cap des 100 employés là, cette semaine, justement. Donc, pour nous, ça s'est bien passé. Par contre, on a appris beaucoup de choses. On a appris à faire des sessions Zoom parce que là, on ne pouvait plus aller visiter nos clients, voir les gens, tout ça. Donc, on a sauvé sur les dépenses de déplacement parce qu'on devait moins se promener. Mais toutes les technologies qu'on hésitait à utiliser, qu'on n'utilisait pas, qui étaient là, mais un petit peu comme... je pense que c'est Robin, Michel, tout le monde, je pense. Finalement, on a plus utilisé les technologies que jamais, puis ça nous a forcé à le faire. Puis c'est bon parce que maintenant, ça nous sert presque à tous les jours. On a continué cette pratique-là. Merci beaucoup. On est malheureusement déjà rendu à la fin et sachant que Robin doit quitter pour un autre événement dans une dizaine de minutes, j'aimerais donner la parole aux membres du public. Si jamais il y en a qui aimeraient demander une question, tout simplement me poser votre question dans le chat et l'inscrire à qui est-ce que vous aimeriez la poser. À quel panéliste? Oh, tu es sur mute, Audrey. Il y a une question dans le chat concernant, je vais la lire en anglais parce qu'elle a été écrite en anglais. I'm a startup consultant who will provide process improvement, change management, and technical writing to business. As I develop my business, I want to ensure bilingual outreach, other resources, advice for Anglophone wanting to ensure bilingual service as my business develops. Puis dans le chat, il y a déjà eu mention que Rachel, c'est certainement ça, ses services. Absolument, absolument. Donc, définitivement, au niveau de l'appui pour traduire ces documents, son site web, on peut offrir cette expertise-là, qu'importe le domaine de travail, oui. Peut-être répondre en anglais. Oh, yes. Yes, we can offer all the translation services that are required, whether it's for documents, website. The only translation we don't do is the audio, okay? But we do all the rest. I think I would like to just add on here because we didn't talk about the difficulties of finding bilingual employees, which is a challenge that I've
certainly lived through. It's easier in like an English community where we are to find people who can speak English, but finding a bilingual employee for bilingual services can be a little bit more difficult. So maybe that's something to take in consideration if you're looking to have a bilingual company. I would say at the start, on top of being able to provide your information in both languages, if you're going to be needing to provide like a person who can speak in French to a French client, maybe taking into consideration starting your recruitment and seeing if you can find someone to fulfill that role. It is not as easy as it sounds sometimes, depending on where you live. Obviously, it's different in different provinces, but in Halifax here, it could be near impossible. I think adding on exactly to what Sam said, it's not only the people that you hire as your employees, but it's also the people that you hire as subcontractors. So, and I'll just give a very on the nose example, but if you're running an event and you're Anglophone, your business is Anglophone, but you have one guest at that event that speaks in French, that will always be the guest that needs something. So to have an event manager on hand who can switch languages effortlessly, it's just making that conscious decision when you hire services to try to hire bilingual as well as provide bilingual, because hiring bilingual means that no matter what is connected to what you're doing, whether it's you have a bilingual bookkeeper and one of your vendors is Francophone, your bookkeeper is going to be able to speak with your vendor a lot easier, or your service provider, or what have you. So I think it's the bilingual outreach starts with being conscious of bilingualism on every single level of your business, not just the consumer and not just yourself, but everybody in between. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'en aurais une autre pour vous. Quels sont vos besoins actuels en tant que femme entrepreneur? Bon, ben moi, rendue à presque en fin de parcours, c'est d'assurer la relève. Puis je pense que ça existe beaucoup, les gens qui essayent d'assurer la relève de leur entreprise. Et pour moi, tout est déjà planifié, mais aussi de demeurer active et utile dans le domaine des affaires. Donc, si je peux contribuer à quoi que ce soit, ça me fait toujours plaisir à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même intéressant avec les entreprises, c'est qu'au fur et à mesure, ça fait 7 ans maintenant qu'on a une entreprise, et au fur et à mesure que ça avance, ça change et les besoins sont différents et ton rôle va changer. Et actuellement, c'est juste de voir, parce qu'au tout début, on enseignait tous nos cours ensemble. Moi et Daniel, on faisait tout ce travail-là. Maintenant, on a plusieurs employés, on a des programmes d'assistants, on a plusieurs équipes, ça a grossi. Et je pense peut-être pas le problème, mais le défi qu'on rencontre toujours, c'est comment est-ce qu'on change avec le temps? Comment est-ce qu'on s'adapte avec plus de clients, plus de parents, plus d'occasions à faire des choses qui sont vraiment intéressantes? Donc, c'est ça, de vraiment déléguer, mais aussi de comprendre comment changer selon ce qui se passe avec ton entreprise. Donc, ça, c'est toujours. Merci. Je vais juste ajouter aussi, parce que pour moi, par exemple, French for Life, ça a commencé comme un programme après-école. Donc, je vais juste bâtir un peu sur ce que Sam a dit, mais au début, c'était un programme après-école qui aidait les élèves avec les devoirs, et on a vraiment évolué, on a changé, puis maintenant, nous offrons des services en ligne pour le tutorat, donc c'est tout à fait changé. Donc, je pense que c'est important d'être prête à changer peut-être ton vision de ce que tu pensais que son entreprise allait être, parce que selon les besoins de vos clients, ça se peut que ça va changer. Donc, il faut être prête à accepter ça. Moi, sur un niveau de femme entreprenante qui tend à entreprendre trop, je suis au niveau de mon entreprise que je ne peux pas nécessairement m'aborder un assistant encore, mais je ne peux pas m'aborder de ne pas avoir d'assistant. Alors, moi, j'ai juste commencé dans la dernière à peu près 4 semaines là, à trouver des potentiels pour avoir une assistante à temps partiel. Puis honnêtement, je préférerais que ce soit une femme. J'ai juste ça comme ça parce que j'aime travailler avec des femmes et les femmes de ma vie que je connais qui sont super entreprenantes, c'est genre une de eux que j'aimerais embaucher à temps partiel. Alors pour moi, comme entrepreneur, les prochains 6 à 9 mois, c'est d'avoir un plan consistant avec un assistant à mes côtés pour les tâches administratives puis pour pouvoir amener ma business au prochain niveau.
Absolument. J'ai vu dans le clavardage qu'il y a quelqu'un qui est en train de demander une question à propos des plans d'affaires. Et je vais le dire en anglais parce que je crois qu'elle l'a posé en anglais. But for the person who's asking about a business plan, I do have a little tip, maybe not on how to make your plan. And I know that Robin is developing like a coaching system. So that's probably where you would like to pivot to get the best information. But something to keep in mind, and especially in my situation, is I've always been passionate about what my business is. I have a very big passion for coaching kids, to coach on elite levels, to have a lot of dance training. And having a passion and having a business can go together, but aren't the same thing. So it's important to think about what you love to do, because it's important to know what you love to do, but also think of the other side of what having a business is going to imply for you. Because I love to coach and I love to teach and I do that, but maybe it's not my full job. That's maybe 50% of my tasks. The other 50% is things like payroll or things like hires and recruitment and just contracts and agreements. And there's two sides of it. So really take that into consideration when you're planning your business, that maybe like I love dance, but that's one component of a bigger picture. So I would just say that to the person that's looking to plan. Good luck with your business. It's really great once you get started, and don't be scared, go for it. But just take a lot of things into consideration before biting the bullet on that one. Yeah, Sam, you're so right. It's the on the business versus in the business is what we realize all the time. You can work in your business and love it every dang day and do it over and over and over again. But if you don't like working on your business, don't start a business. Get hired by somebody else. Yeah, I think sometimes it's it almost becomes kind of a glamour thing, owning your own business, and it has all these kind of sexy things to it. But I mean, the reality of the matter Hashtag boss girl. Yeah, exactly. But the reality of the matter is that it's hard work, and we've all been there in the early days, and just trying. Well, not just the early days; it's hard all the time. Let's be honest. But it's not as glamorous as you think it is, and you really have to have that fire in your belly every day to want to get up and do it and work hard to make it succeed. If that's really the path that you want to take. Again, not to deter you from doing it, and best of luck with it. But make sure you got that fire, really wanting to do it, because you'll need it. Absolument. Malheureusement, on est déjà rendu à la fin. Donc, je remercie énormément tous nos experts. Je sais que je parle au nom de toutes lorsque je dis que nous avons appris plaisir à écouter vos histoires, vos réflexions et vos conseils. Il est très important que nous les attendions tous et que nous entretenions ces conversations et ces liens afin d'inspirer et d'aider d'autres femmes entrepreneurs. N'hésitez pas à communiquer avec Sarah, Denise, Rose ou moi-même si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet de notre projet ou de l'une ou l'autre des organisations d'affaires féminines qui sont ici pour soutenir les femmes entrepreneurs. Sur ce, merci à vous d'être jointes à nous. Soyez prudentes et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Bonne journée. Bye. Bye. Merci tout le monde.